le 11 avril 2016 en compagnie de Jean-Michel Philibert. Bonjour. Bonjour. Le 30 avril prochain, à la fin du mois, vous allez à Saint-Symphorien-sur-Coise, dans les monts du Lyonnais, du côté Rhône, versant Rhône. Vous allez dans la librairie de Monsieur Mézard, la librairie L'Essence des mots, faire une séance de dédicace, une séance de signature de 10 heures à midi, parce que vous êtes écrivain. Oui, oui, donc c'est normal d'aller dans une librairie en tant qu'écrivain. C'est un des lieux que je fréquente le plus avec les bibliothèques. Et donc voilà, je vais présenter les trois ouvrages que j'ai publiés plus ou moins récemment. Comment vivez-vous toutes ces séances où il faut aller vers le public, les salons du livre, toutes les foires, toutes ces manifestations dans les bibliothèques, les fontaines aux livres? Je ne suis pas très bon vendeur, mais j'apprécie énormément le contact avec les personnes qui viennent là, qui ont un profil intéressant, puisque ce sont des lecteurs, des Ou passionnés d'éventuels lecteurs? ou d'éventuels lecteurs. Et alors, je ne cherche pas à convaincre que mon livre est le meilleur et le plus beau, mais j'aime établir un point de contact avec une autre sensibilité. C'est une ouverture sur mon univers, donc j'essaye un petit peu de le faire partager aux personnes que je vois. Et voilà, et quand je tombe sur quelqu'un qui a déjà lu un ouvrage précédent, c'est intéressant parce que j'aime avoir le retour. Donc pour moi, c'est ça, le plaisir du contact humain et puis le plaisir de voir si mon univers peut être partagé par d'autres personnes. On le sait, on le voit parfois dans ces manifestations. Vous êtes là tous agglutinés sur vos chaises, derrière vos tables, derrière vos piles de bouquins. Les gens vous observent, les gens vous dévisagent, regardent de loin un peu les titres sans oser trop s'avancer au risque de se faire attraper au lasso de votre verbe, de votre langage. Et parfois vous repartez en remettant tous les livres dans le carton sans avoir rien vendu. Oui, c'est vrai, bah, c'est la règle du jeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les auteurs, les collègues. D'ailleurs, on fait beaucoup de connaissances comme ça. C'est rigolo de voir entre guillemets, les stratégies des collègues. Donc certains sont effectivement à cheval sur leur stand pour lancer le lasso sur les éventuels clients. Et puis d'autres sont en retrait, hein. Il y en a même qui lisent pendant que les badauds défilent devant eux. Alors moi, j'essaye d'être un petit peu intermédiaire parce que j'essaye d'être ouvert. Si les gens sont là, c'est aussi pour découvrir des auteurs. C'est pas simplement pour feuilleter un livre. Sinon, on va à la librairie. Mais j'aime pas non plus, effectivement, harponner les gens et essayer de les convaincre. Alors, j'essaye que mon stand soit le plus attractif possible. Il y a un côté visuel un peu vitrine. Voilà, c'est une vitrine, exactement. Donc, il faut que la vitrine soit attirante, quoi. Puis il faut qu'elle corresponde à ce que j'appelais mon univers tout à l'heure. Alors l'idéal, ça serait de mettre un petit décor. Pour le premier de mes romans, ça pourrait être un décor avec du sable, le désert, etc. Mais bon, on n'a pas toujours les moyens de le faire. Il faut être assez fin psychologue. Quels sont les mots, les phrases, les arguments qui pourraient l'intéresser? Pour mon premier roman, L'homme qui court, si je vois que la personne voilà, fait un petit arrêt, je lui demande est-ce que vous courez? Donc la personne, bah oui, alors si elle court, bah alors oui, alors vous faites quoi? Jogging du dimanche, marathon, enfin voilà. Et puis, alors à ce moment-là, je dis, voilà, dans mon livre, le personnage, il a fait ci, il a fait ça. Et puis... Bien entendu, à chaque fois qu'on vous évoque ce livre, on vous fait parler de Georges Duport. Tout à Georges fait. Duport, qui était un Stéphanois, cycliste au départ, compagnon de Roger Rivière, compagnon d'entraînement Roger Rivière, Oui. et que vous-même à Saint-Étienne, vous avez vu, vous avez croisé, Mhm. mais sans jamais l'aborder. Voilà. Je l'ai vu arpenter beaucoup les routes autour de Saint-Étienne et je n'ai jamais osé l'aborder parce qu'il était relativement inabordable. Il avait une espèce d'apparence très farouche, très, très sévère, qui décourageait d'essayer de lui parler. Quand je me suis dit, ce gars-là, c'est un excellent personnage de roman, voilà, j'aimerais bien finalement le connaître plus, savoir pourquoi il court.
Donc là, je me suis dit, il faut absolument que, que je domine ma crainte et que je lui parle. En fait, il marchait, mais c'était de la marche sportive. Voilà. Voilà. Alors, la marche sportive, oui, mais je pense qu'il la faisait de façon plus forte que les marcheurs sportifs qu'on peut voir dans les compétitions. Il était à la limite de la course, hein, pour moi. Pour moi, oui, oui, quand on m'a dit il fait de la marche sportive, je dis, bah oui, mais moi, je le voyais courir. Et il a eu une fin tragique. Oui, sa course s'est arrêtée à Saint-Étienne, un beau 15 août ensoleillé. En 1993. Oui. Il habitait un quartier qui, à l'époque, était déjà un petit peu chaud, quartier de la Marandinière. Voilà, visiblement, il déplaisait à certaines personnes. Donc il y a 2 personnes qui ont lancé leur chien, leur Doberman sur lui et il est mort Sous les dents sous les dents du chien. Ouais. C'est un roman, ce n'est pas la biographie de cet homme-là, même si le parcours de sa vie vous a servi de trame au récit. Cette course de Georges Duport, en fait, vous l'avez transformée en une métaphore, c'est cette course que chaque personne court dans sa vie. Oui, alors c'est vrai que j'étais un petit peu forcé de pas calquer à la vie de Georges Duport, puisque je n'avais pas les éléments qu'il fallait. J'ai essayé de faire une petite enquête après sa mort, mais c'était pas très facile. Donc je me suis dit, il faut que je l'imagine, sa vie, et puis voilà, donc la question me turlupinait un peu, et puis comme ça m'arrive parfois, j'ai fait un rêve, comme Martin Luther King, et dans ce rêve, j'avais la réponse. Pourquoi est-ce qu'il court? Donc, il ne me restait plus qu'à écrire et puis à me documenter. Et effectivement, l'intérêt du roman, c'était au-delà de cette personne, au-delà de l'hommage aussi que je voulais lui rendre, c'était de donner un but à ce pourquoi il court et voilà, de lui donner une portée universelle. Effectivement. Et c'est là où chaque lecteur, chaque lectrice peut se reconnaître, au-delà de l'anecdotique, et de se reconnaître dans le personnage comme tout bon roman. Ouais, alors pourquoi est-ce qu'on court? Pourquoi est-ce que vous courez? Pourquoi est-ce que moi je cours? On a tous une réponse différente, mais en tout cas, il y a toujours cette impulsion de vie qui fait partie de la réponse. On court après quelque chose ou on court pour fuir quelque chose, mais en tout cas, on est en mouvement quand on court. On dit que la vie est un chemin. Bon, ça peut être un chemin où l'on court. Voilà. Restons encore quelques secondes sur ce livre. Vous avez contacté les éditions Phénicie, de la Phénicie, je ne sais jamais si... De Phénicie. De Phénicie. Et il se trouve, m'aviez-vous dit une fois, que le responsable avait écrit, lui aussi, un livre sur ce même Georges Duport, mais lui, il avait tenté d'être auprès des faits réels, de faire un documentaire, de faire vraiment quelque chose de journalistique. Oui, oui, oui. Et il y est arrivé. Alors, à sa manière aussi, parce que, puisqu'il l'a curieusement raconté à la première personne, c'est curieux de faire parler quelqu'un qui est mort à la première personne, mais il a bien réussi son pari. Alors, il a poussé son enquête plus que moi. Il a pu obtenir un aperçu de sa vie assez large. Et puis, comme il est aussi dans le milieu du cyclisme, qu'il adore ça, je pense qu'il a eu aussi l'occasion d'avoir des témoignages. Donc il a fait une espèce de biographie, voilà, qui est très émouvante parce qu'elle fait parler ce personnage, elle le replace dans les difficultés de sa vie, dans le fait, ce qui explique pourquoi il était aussi farouche, aussi asocial. Il y a des lecteurs qui ont lu les 2 livres, allant de l'un à l'autre. Alors, j'ai pas encore eu ce retour-là. Je l'ai eu par mes préfaciers. Donc, Pascal Clouvel qui m'a fait une jolie préface sur la course, puisqu'il est lui-même coureur. Et Patrick Françon qui a fait la postface et qui effectivement a lu les deux ouvrages. Donc, oui, alors pour eux, ils font bien la différence entre la biographie et le roman. Mais je pense qu'on peut trouver quand même des points de comparaison entre les 2 livres. C'est intéressant de faire des lecteurs croisés. Vous parlez de personnes qui préfacent le livre. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aimez bien
soigner cette histoire de trouver la bonne personne qui écrirait la bonne préface à vos livres, car le deuxième livre, toujours aux mêmes éditions, de Phénicie, La dégradation, vous l'avez fait préfacer par le professeur Michel Debout, c'est Oui, cela, c'est ça. qui est expert judiciaire, ou je ne sais pas s'il l'est toujours, auprès de la Cour d'appel de Lyon. Bon, c'est un médecin du CHU de Saint-Étienne, et qui, en quelque sorte, s'est spécialisé dans tous les problèmes de risques psychosociaux et puis de violence au travail et de suicide. Voilà, Car exactement. la dégradation, c'est un mot grave parce que ça raconte quelque chose de grave. Bah, vous parliez du suicide, donc c'est un thème qui est largement abordé, même s'il n'y a pas forcément le pas qui est fait vers, vers l'acte. Mais voilà, il y a une dimension qui est assez large là-dessus. Alors oui, Michel Debout me paraissait être la bonne personne pour faire cette préface. Vous le connaissiez auparavant? Alors j'avais entendu parler de lui, puisque c'est quelqu'un qui est de la région. Donc vous avez eu Voilà. le culot de le contacter. Alors, j'ai souvent beaucoup de culot, mais là, j'ai eu plus de facilité puisque Patrick Françon, que j'ai nommé tout à l'heure, avait écrit un ouvrage avec Michel Debout, un ouvrage d'entretien, donc, où il parlait de sa vie, de sa carrière, de ses engagements, y compris sociétaux et politiques. Ça a été beaucoup plus facile de le contacter que si j'étais allé frapper à sa porte, à condition que je connaisse sa porte. Alors comment ça se passe quand on contacte quelqu'un comme ça et qu'on lui pose la question, ah, j'aimerais bien que vous préfaciez mon ouvrage. Eh ben, c'est très... D'abord, c'est très aléatoire, puisque là, j'étais sur une demande de préface là récemment pour un autre roman qui a complètement capoté. Voilà, donc c'est le risque. C'est vrai que c'est une mise en valeur, hein, une préface de quelqu'un qui est reconnu, voire célèbre. C'est une Donc, recommandation. c'est une recommandation, voilà. C'est aussi une reconnaissance, parce que dans la mesure où il lit le livre C'est une et lecture. qu'il accepte d'en faire une préface, voilà, c'est une lecture. Alors c'est une lecture par quelqu'un qui est légitime, quoi. Et c'est une lecture, voilà, qui est particulièrement intéressante. Moi, quand j'ai reçu la préface de Michel Debout, comme les précédentes, bah, j'étais dans mes petits souliers. Est-ce qu'il a aimé? Est-ce qu'il va voir tout ce que j'y ai écrit? Et puis, non seulement, oui, il avait bien trouvé tout ce que j'y avais écrit, mais il l'avait vu sous un autre angle que moi je l'avais écrit, donc c'était intéressant. Et on s'engage dans ces cas-là à prendre ce qu'il va écrire tel quel. Oui, oui, oui. Oui, si c'est la règle du jeu, donc c'est le risque que la préface soit contre-courant, mais en principe, s'il accepte de faire la préface, c'est pour un ouvrage qui lui plaît. Vous avez dit l'importance de ces préfaces. Est-ce qu'il y a des gens qui s'approchent de votre ouvrage, de tel ou tel autre ouvrage, parce qu'il y a ce nom-là? Le vôtre ne leur dit rien, mais ils vont voir Michel Debout, préfacé par Michel Debout, par exemple, et ils vont s'approcher. Pour l'instant, j'ai pas eu cette expérience-là. Je l'espère parce que bah, ce monsieur, j'aime beaucoup, voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui, donc j'aimerais aussi que ce soit une façon d'attirer l'œil. Et puis, bah, voilà, l'occasion de dire, bah oui, c'est quelqu'un que je connais de loin et que j'aime beaucoup, donc ouais. La dégradation, c'est une dégradation qui touche un écrivain raté. Oui, Écrivain raté, mais comme on dit dans le milieu de l'édition, un nègre, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit pour quelqu'un d'autre, à la place de quelqu'un d'autre. Un nègre à succès, auteur méconnu, rejeté, mais lorsqu'il écrit pour les autres, ça fonctionne. donc c'est doublement... c'est Déprimant. doublement une souffrance, hein, déprimant, oui, oui, c'est vrai. Hein. N'exister qu'à travers la signature de quelqu'un d'autre, C'est bien très l'idée dur. d'un auteur, ça. Hein. Oui, d'autant plus que, alors je n'ai pas l'expérience de la négritude littéraire, mais c'est aussi un exercice contraignant où il faut respecter ben, des règles, un cadre, un style quand il existe. Voilà, donc il faut se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Donc les chaussures sont parfois étroites et font mal aux pieds. Et alors, ça peut être très intéressant, mais ça peut être aussi effectivement voilà, une
contrainte assez lourde. Vous ne l'avez jamais fait, ça. On ne vous a pas demandé d'écrire à la place de quelqu'un d'autre. D'où vous vient l'idée là? Vous vous souvenez, la petite chose, la petite l'amorce qui vous a amené à inventer ce personnage et cette situation? Il y a peut-être un indice dans le nom de l'auteur en question, une espèce d'anagramme. Donc voilà, c'est un exemple que j'ai eu et, Alors, comment et que j'ai s'appelle-t-il? trouvé bon. Alors l'auteur célèbre en question s'appelle Ruseli. Je vous laisse le soin de trouver l'anagramme. Et l'intéressant, c'était que dans Ruseli, il y avait rusé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un bon filon et qui le fait exploiter par d'autres pour son compte. La dégradation. Il y a eu un troisième roman, mais qui est en attente d'édition. Voilà, il s'appelle Le Carnaval des Ombres. Alors celui-là, oui, il est en attente d'édition, attente de préface. De préface Oui, aussi. une attente inutile apparemment. Et ce carnaval des ombres, de quoi s'agit-il? Il y a un héros principal, un personnage principal en tout cas, qui a eu le malheur d'aller en prison pour quelque chose de relativement bénin et qui a eu le malheur de rester en prison très longtemps parce que voilà, il s'est passé quelque chose de dramatique pendant son incarcération, donc il a tiré pour 21 ans au lieu de quelques mois. Donc c'est l'histoire de la transformation de ce personnage dans la vie carcérale et puis de son retour à la vie libre avec ses désirs de vengeance parce qu'il s'estime trahi, avec une espèce de destin inéluctable qui l'entraîne à quitter la France, à rejoindre la Guyane. Et dans ce cheminement qu'il fait, il se trouve un but dans une espèce de sauvegarde de l'Amazonie. Vos personnages, ce sont des personnages qui sont en lutte contre une espèce de fatalité, qui sont en combat contre les circonstances. Oui, oui. Oui, avec un éloge de la... Alors, si ce n'est de la fuite, en tout cas de l'errance. Voilà, effectivement, ils vivent des choses difficiles et ils essayent voilà, de partir et puis de trouver un but à leur vie. Oui, c'est un petit peu le point commun qu'on pourrait faire. Vous êtes à la retraite, Oui. vous oubliez tout doucement le passé, votre carrière d'enseignant. Être enseignant, ça a été aussi des circonstances difficiles. Non, non, ça a été une carrière très agréable, où je n'ai pas vécu De situation. de situation de crise grave, même si effectivement, on a affaire à des êtres humains et qu'il y a toujours des histoires derrière un être humain, donc il y a parfois des histoires tristes. Et là, vous n'aviez pas le temps d'écrire, à part une méthode de lecture destinée au CP. Voilà, tout à fait. Alors, bon, c'est un embryon qui existait lorsque mon deuxième fils était au CP et que je voulais faire quelque chose de particulier pour lui. Et puis c'est revenu quand j'ai eu des CP plus tard, sur la fin de ma carrière. Je me suis dit, c'est peut-être pas mal, on peut peut-être en faire quelque chose. Donc, j'ai étoffé, travaillé cette méthode de lecture en me servant d'apports théoriques, d'apports pratiques, parce qu'on ne crée pas à partir de rien. Et puis je l'ai expérimenté donc avec mes élèves et ça marchait bien. Donc il y avait des interactions entre la pratique de la classe et puis la conception de cette méthode, qui maintenant est aux trois quarts élaborée. Et en recherche d'éditeur également. Là aussi, par rapport à cette fameuse guéguerre entre les méthodes globales, semi-globales, ou qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est un combat vain Non, c'est pas. Puis c'est un petit peu franco-français d'ailleurs comme querelle, hein, entre le global et le syllabique. Donc en deux mots, oui, on a toujours appris avec la construction de syllabes, plus ou moins de succès. Dans les années 70, des gens ont voulu introduire une méthode qui intellectuellement était beaucoup plus plaisante, puisqu'on faisait appel
en principe aux enfants et on leur demandait de reconnaître des mots à la place de syllabes. Bon, il s'est trouvé que c'était, même intellectuellement intéressante, c'était pratiquement pas très bon, quoi. La bonne méthode, c'est celle qui marche. La bonne Mais c'est méthode, pas c'est celle toujours, qui marche. voilà, mais c'est Voilà. pas toujours la même méthode qui marche avec tous les esprits, avec tous les enfants, avec tous les élèves Non, et avec tous d'autant les plus. enseignants. Ouais. Dans une classe, on a affaire à des publics très différents, entre l'élève qui a des facilités, qui apprendra à lire avec n'importe quelle méthode, celui qui a de grosses difficultés, qui est dyslexique, etc. Et puis entre les deux, ben, la moyenne des enfants qui s'en tirent plus ou moins bien, quoi. Vous avez vu de vieux élèves qui ont grandi, qui sont devenus adultes et qui ont acheté vos livres et qui les lisent. Oui, oui, oui. Donc votre méthode est bonne. Oui, merci. Je voyais pas où vous vouliez en venir. C'est vrai. Vos personnages, des gens en lutte contre les circonstances, ça me permet de faire le lien prisonnier. Oui, Et le terme me permet d'arriver vers un autre versant de vos activités, c'est que vous avez, dans les années 70, vous êtes tombé dans un chaudron, dans un bain, c'est-à-dire que vous avez été l'un des premiers Français à regarder à l'époque sur la chaîne numéro 2 oui. le premier épisode de ce feuilleton dit Le Prisonnier, qui était joué par Patrick McGowan et qui était même mise en place, produite même par cet acteur britannique Patrick McGowan. Tant et si bien que c'est quelque chose qui vous a marqué à vie et adulte, vous avez même créé une association, on va même dire l'association des fans du prisonnier en France. Oui. Donc, oui. Alors, oui, c'est un parcours un petit peu bizarre, effectivement. Mais tout ça, ça ressort à des impressions d'enfance. Donc, c'était en 67-68. Donc, j'étais 10 ans. encore, oui, j'avais une dizaine d'années. Vous saurez mon âge. Ben oui, j'ai été, comment dire, impressionné dans le sens cinématographique du terme. Ma rétine a été impressionnée par des images très, très fortes. On a du mal aujourd'hui à imaginer le choc sur un écran, Oui. ce que ce feuilleton pouvait amener comme nouveauté. Oui, alors c'est quelque chose d'unique, hein, cette série-là. Elle a révolutionné, à mon sens, la narration dans la série de télévision. Elle a amené de l'absurde, de l'humour, de l'audace, de la provocation à un genre qui était assez plan-plan, quoi. Et voir personnage injustement emprisonné dans un village loin de tout et qui essaye de s'évader, qui est poursuivi par une grosse boule blanche, Le rôdeur, le rôdeur, qui voilà, est le nom de l'association. qui est le nom de l'association. Le club français du prisonnier a été créé en 86. En 87, vous avez organisé la première rencontre française du prisonnier, ce que vous avez appelé par la suite des RFP. Et c'était à Pommier-en-Forêt, ici dans la Loire. Voilà, donc dans un village, Dans forcément. un village. Ben, c'est le village où j'étais enseignant, et un tout petit village, puisqu'il n'y avait qu'une classe, une classe unique. Je me suis dit, faisons le pari, encore le culot, que d'autres personnes vont aimer cette série, et puis j'essaye de les rassembler. Donc il y a eu 25 ou 30 personnes qui sont venues de toute la France mettre en commun, voilà, pour la première fois, leur passion pour cette série-là. Et donc, j'ai transporté mon petit écran de télé dans la salle des fêtes pour diffuser des épisodes. Et puis, on a fait des débats très intéressants. En VHS à l'époque. En VHS, oui, c'était... Ah ben, Le Prisonnier, ça m'a fait acheter mon premier magnétoscope. Hein. Les gens au village qui est sur une île ont des numéros. Leur identité se décline par des numéros. Et ce personnage-là, du prisonnier, porte le numéro 6. Alors bien entendu, le 6 juin, c'est une date qui se prête bien à faire des manifestations. Et en 92, vous avez organisé la 6e
Rencontre française du prisonnier à Saint-Étienne. Mais là, c'était déjà beaucoup plus ambitieux. Oui, 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 ben oui, c'est au fur et à mesure, ben l'équipe s'est étoffée, l'équipe d'organisateurs, le nombre d'adhérents du fan club aussi. C'était les années 90, c'était les premières VHS du prisonnier qui se sont vendues à plus de 100 000 exemplaires, donc c'était un gros succès commercial. Donc il y avait toute une mouvance qui était là et sur laquelle on a surfé, comme on dit, pour continuer à nourrir notre passion. Et je me souviens que à Saint-Étienne, on a fait par exemple l'ouverture de la FNAC avec Jacques Thébault, qui était l'acteur, oui, la voix du prisonnier. Qui était la voix du prisonnier, grand acteur de théâtre et grand doubleur de série. Donc on a fait venir ce monsieur qui nous a raconté plein d'anecdotes intéressantes. Voilà, on a diffusé aussi 2 épisodes sur grand écran en 35 mm au Cinéma Le France. Donc on a rempli la salle et on a fait la fête avec des grosses boules blanches. C'était très, très agréable. Patrick McGowan, là aussi, en Angleterre, en Grande-Bretagne, la fin qu'il a diffusée, la fin de cette série a troublé, a énervé, à tel point qu'il était obligé de s'exiler et de partir dans un premier temps en Suisse. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. On dit même que ces filles à l'école étaient un petit peu chahutées parce que les autres enfants répercutaient les réactions de leurs parents. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette fin-là? C'est pas normal, on s'est moqué de nous. On attendait une fin extrêmement rationnelle. Oui. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas, non. Alors effectivement, cette série pose beaucoup de questions. Alors pourquoi est-ce qu'on a emprisonné cet homme? Pourquoi est-ce qu'il a démissionné? Qui est-ce qu'il retient prisonnier? Il était agent secret. Et il se trouve que c'est le rôle... C'est vous qui le dites. On l'imagine. Et c'était le rôle, agent secret, que Patrick McGowan jouait dans une série précédente où il a fait une grande réputation. Voilà, oui, une série qui s'appelait Destination Danger, où il y a eu plusieurs saisons qui cartonnaient beaucoup à la télé britannique. Et effectivement, il a profité de sa réputation d'acteur le mieux payé de l'époque à la télé pour proposer ce concept du prisonnier. Mais en ce faisant, il a grillé sa carrière. Il a été sollicité pour jouer les premiers James Bond et il a refusé. Il a refusé, oui, pour 2 raisons. Il ne voulait pas porter d'armes et il ne voulait pas embrasser d'autres femmes que la sienne. La vraie. La vraie. D'ailleurs, c'est un acteur qui est resté avec une vie de famille tout à fait tranquille. Oui, il a eu la même femme jusqu'à la fin. Il a protégé ses filles, sa vie privée. Il était absolument très discret là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un personnage intriguant, cet acteur-là. Oui. Et après, il est parti aux États-Unis. On le voit dans certains films. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'apparemment, il s'est bien entendu avec Peter Falk, oui. Columbo, Oui. à tel point qu'il a joué avec Columbo et même qu'il a mis en scène certains épisodes de Columbo. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, dans les 2 épisodes où il apparaît, il n'a pas pu s'empêcher de faire des allusions aux prisonniers. Oui. Donc, c'était quand même une obsession qu'il a poursuivie, hein. C'était un très bon acteur. Avant Le Prisonnier, il a fait beaucoup de théâtre. Ouais. Il a une bonne école. Ouais, voilà. Donc c'était un très bon acteur, capable de jouer de l'humour, de la comédie, du tragique, mais avec des obsessions quand même. Il était assez... il avait une personnalité très marquée. C'est un Irlandais d'origine. D'origine, ça explique aussi. Nous n'avons rien contre les Irlandais, bien entendu. Mais ils ont le droit d'avoir un caractère bien marqué. Voilà. Et vous avez donc écrit un livre, même sur le prisonnier. Alors vous l'avez coécrit avec Patrick Duché, tous les deux, en vous partageant le travail. Voilà, on s'est partagé le travail selon nos affinités pour la série. Patrick a toujours été un grand collectionneur et sur tout ce qui touche au tournage de la série, aux objets qui ont été mis en vente ou collectionnés. Et puis il a un esprit de synthèse
que je n'ai pas. Donc il a écrit tout ce qui est la partie technique, c'est-à-dire les épisodes, le doublage, les lieux de tournage, les anecdotes. Tout ce qui concerne la fabrication, du feuilleton. Exactement. Et vous étiez plutôt dans la réflexion. Voilà. C'est une commande, hein, c'est une commande des éditions Iris, qui a une collection sur tous ces feuilletons, chapeau melon et bottes de cuir, qui ont marqué énormément ces années-là, les années 60, 70, et qui ont même fait l'objet par la suite de films. Alors, il y a eu un film du prisonnier. Non, il y a eu une série. Une série nouvelle, Une pardon. série nouvelle. Il était question de faire un film et qui n'est pas... Alors, il est question de faire un film depuis des années. À chaque fois, on y croit. Alors, il y avait un projet avec Mel Gibson, par exemple, qui devait jouer le rôle du prisonnier. Puis ça s'est jamais fait. Et là, la dernière rumeur, ce serait ce cinéaste américain dont j'ai oublié le nom. McGowan aurait bien aimé faire un film. Il avait écrit un scénario qui prolongeait la série. Mais bon, voilà, ça s'est jamais fait. Et puis, il y a eu des bandes dessinées. Et vous avez participé à la création de cette bande dessinée. Oui. En tant qu'auteur. En tant qu'auteur, voilà, scénariste donc. Donc on a fait deux BD directement inspirés du prisonnier. La première, on l'a faite en anglais parce que on avait un public anglais plus important, hein, forcément. Donc elle s'appelait Who's Number One, qui est le numéro 1. Parce que qui est le numéro 6, ça va bien, mais au bout d'un moment, il faut savoir qui est le numéro 1 aussi. Et la deuxième s'appelait Projet Penny Farthing. Donc le Penny Farthing, c'est le grand bi qui est dans la série. Donc cette espèce de vélo avec une grande roue devant et une petite roue derrière, qui a une signification symbolique intéressante. On a fait 2 BD inspirés du prisonnier directement avec le personnage du numéro 6. Vous avez certainement l'intention de créer un nouvel événement ? Et oui, comme je vous le disais tout à l'heure, 1967, et l'année prochaine, ce sera le 50e anniversaire. Donc, alors ça fait tout drôle de dire que cette série-là, elle a 50 ans, mais voilà, les années ont passé. Donc j'espère bien faire un événement le 29 septembre 2017, qui sera la date anniversaire de la première diffusion en Grande-Bretagne du premier épisode. Et vous avez un lieu ? Alors, j'espère, oui, avoir un lieu sur Saint-Saphan et sur Coise, voilà. J'en dis pas plus parce que c'est seulement à l'état de projet. Votre association, Le Rôdeur, existe toujours ? Oui. Alors, elle s'est dématérialisée sur Internet, puisqu'on n'édite plus de revues, voilà, de choses comme ça. C'était passionnante aventure, mais qui s'est terminée, je dirais, faute de lectorat aussi, parce que le fanzina attire beaucoup moins de lecteurs, par épuisement aussi des acteurs. Donc vous avez un forum, voilà, un site internet avec un forum d'amateurs et de gens que le prisonnier fait encore rêver. Oui. Et puis il y a d'autres groupes sur internet qui se sont créés, donc voilà, il y a des échanges. Voilà, mais ça reste virtuel. Alors moi, j'aimerais bien que ça redevienne réel. Le prisonnier, ceux qui ne connaissent pas, donc il y a le livre, hein, une énigme télévisuelle, et puis on peut trouver donc tous les épisodes dans une intégrale, 6 DVD, 17 épisodes, et vraiment, bon, il y en a certains qui sont, on va pas dire plus réussis, quand même plus réussis que d'autres, on peut dire, enfin qui ont plus marqué. La partie d'échecs, par exemple. Partie d'échecs qui a été donc jouée dans ce village qui existe. Ah, il faut parler de ce village, il est particulier. Oui, tout à fait. Il faut absolument le visiter, ce village, même si on n'a rien à voir avec la série Le Prisonnier, parce que c'est un endroit magnifique. Ce n'est pas une île, non. On peut y accéder sans problème par la terre, puis ça se trouve au Pays de Galles. Donc c'est un ancien petit port de pêche qui a été reconverti en village touristique par un architecte gallois, Sir William Ellis, qui a racheté ça dans les années 1920-1930 et qui a décidé d'en faire une espèce de vitrine de l'architecture, de son architecture à lui. Donc il y a des éléments un petit peu qui se juxtaposent, mais c'est relativement inspiré par ce qui est un petit peu italianisant, quoi, proche de ce qu'on peut voir à Portofino en Italie.
Donc ce village s'appelle Porte-Mérion et on peut le visiter et on peut même y résider puisqu'il y a des locations d'hôtels, de petits cottages comme celui du numéro 6. Qui sait, le 29 septembre 2017, il y aura peut-être des manifestations là-bas. Oui, très probablement. Oui. Chaque année, il y en a une et il y en a une prochainement, là, le 15 avril. Et voilà, et en France, j'espère organiser quelque chose aussi. Il faudra choisir entre la Grande-Bretagne, le Pays de Galles et les monts du Lyonnais. Voilà. Jean-Michel Philibert, nous avons fait un grand tour et on vous souhaite donc de trouver un éditeur le meilleur possible pour le Carnaval des Ombres. Et j'imagine même que le prochain manuscrit est pas bien loin d'être commencé, voire déjà sous forme d'idées. Alors j'ai 5 débuts de romans là. Donc il faut quand même que je choisisse un petit peu lequel je vais finir avant les autres. Et puis j'ai un projet aussi sur le prisonnier. Un nouvel essai sur le prisonnier, sur la symbolique. Et on se donne rendez-vous le samedi 30 avril pour une séance de dédicace à la librairie Le Sens des mots, Saint-Symphorien-sur-Coise, dans la rue, à 10h. Merci. Merci beaucoup.